With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Salut à toutes, salut à tous. 17e étape de ce Tour de France entre Bolène et Valence. C'est plutôt plat, ça fait que 160 km. Autrement dit, ça va aller vite aujourd'hui sur le Tour de France avec quand même deux petites difficultés, deux petits cols de 4e catégorie. Le col du Pertuis, 4 km à 5% et le col de Tartéguy, 4 km à 3,5%. Rien de donc vraiment terrible et donc aujourd'hui, ça devrait peut-être se terminer au sprint. Et en gros, l'enjeu du jour, c'est la lutte pour le maillot vert qui se dessine entre Jonathan Milan et Tadej Pogačar. Et Jonathan Milan, s'il veut remporter le maillot vert à Paris, il a tout intérêt à prendre le maximum de points aujourd'hui. Les 70 qui sont en jeu, 20 au sprint intermédiaire qui aura lieu après 50 km et puis 50 à l'arrivée. Une arrivée toute plate donc qui se fera dans les rues de Valence. On attend donc de nouveau un duel entre Jonathan Milan et Tim Merlier qui se sont montrés les deux meilleurs sprinteurs depuis le début de ce tour. Mais il y a quelques autres coureurs qui voudront créer la surprise. Un Arnaud Delis en grande forme, Dylan Groenewegen, Jordi Meeus. On a évidemment Bidiam Girmay pour l'Intermarché Venti, Caden Groves qui est toujours là pour l'Alpecin de Koenig. Et puis encore Pavel Bittner, Tobias Lund Andresen pour la Picnic PostNL. Et puis les Français Arnaud Desmar pour l'Arkea BNB Hotel. Ou Paul Penouet pour la Groupama. Pascal Ackermann pour l'Israël. Steen Fredheim pour l'Uno-X. Du beau monde encore aujourd'hui qui va se disputer a priori ce sprint massif. On verra s'il y a une échappée qui part. On sait toujours qu'en troisième semaine, c'est un peu plus dur de gérer les échappées. Il y a de la fatigue, il y a des équipiers en moins. Ça devrait mettre un petit peu de suspense, d'autant plus que la route n'est quand même pas toute plate. Donc avec ces deux petites ascensions en cours de route, on verra si les pelotons arrivera groupés pour un sprint à Valence ou si des échappés vont réussir à résister aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti le kilomètre zéro avec des attaques directes. On aurait pu craindre peut-être que personne ne s'amuse à s'attaquer. C'est pas le cas aujourd'hui. Avec déjà un coureur de la Total Energy, Jonas Abrahamsen aussi pour l'Uno-X. Infatigable qui tente d'y aller. Ivan Romeo pour la Movistar qui fait une belle accélération. Ça commence légèrement en montée. Et ça permet peut-être de partir rapidement là. Il est suivi justement par Jonas Abrahamsen. Coureur de l'IF, il me semble que c'est Nelson Poles qui tente de suivre. Ça se bagarre pour prendre l'échappée aujourd'hui quand même, on y croit. Parce qu'on sait que le peloton est fatigué. Les équipes de sprinteurs ne pourront peut-être pas gérer si l'échappée est nombreuse et talentueuse. Allez, ça relance là avec Vincenzo Albanese pour l'IF qui est sorti, accompagné encore une fois de Jonas Abrahamsen qui veut être à l'avant aujourd'hui. Et à noter que son leader, Tobias Alland Johannessen, qui a fini à l'hôpital hier après la fin de l'étape, est bien dans le peloton. Il n'a pas abandonné, il est de retour. Requinqué. Par contre, il y a un coureur qui n'est pas parti, c'est Danny Van Poppel, le sprinter de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui n'est pas là. Tous les espoirs reposent donc sur Jordi Meeus dans cette équipe pour le sprint final. Et là, avec Albanese et Abrahamsen, il y a deux autres coureurs qui sont sortis, des coureurs des équipes françaises de la Groupama et de la Total Energy. C'est Mathieu Burgodeau qui est sorti, ainsi que Quentin Paché, en compagnie de Albanese et Abrahamsen. Et là, derrière, ça temporise complètement. Là. Le peloton qui fait une espèce de barrage. Là, les équipes de sprinters, la Lidl Trek, la Soudal Quick-Step. Un peloton qui va à 30 km/h. Et là, donc, du coup, les 4 coureurs devant qui vont pouvoir très rapidement peut-être prendre de l'avance parce qu'il n'y a pas de contre non plus. Échappé qui s'est peut-être fait rapidement là en 3-4 km parce que là, le peloton a complètement laissé filer et personne ne tente de rejoindre les 4 autres. Ça y est, il y a quand même un coureur qui tente de sortir en compte, c'est Axel Laurens
Pour Ineos Grenadier, il sort alors que l'écart est de 1 minute en gros entre les échappés et le peloton. 1 minute à boucher pour Axel Laurens. Il y a d'autres coureurs qui tentent de suivre là avec des coureurs de la Movistar. On voit Wout van Aert aussi qui tente d'y aller. Mais là par contre, voilà, les Quinn Simmons pour Lidl Trek, les coureurs de la Soudal Quick-Step et aussi la Red Bull qui gère. On a foi donc en ce Jordi Meus. On laisse sortir personne d'autre. Il n'y a que Axel Laurens qui a réussi à sortir quand même. Il va devoir faire un effort s'il veut rejoindre les hommes de tête qui sont 4 très bons rouleurs. Il plafonne Axel Laurens, il n'arrive pas à reprendre une seule seconde, il est bloqué à 55 secondes des 4 hommes de tête, alors que le peloton lui est un peu plus loin, 2 minutes 20 d'écart désormais, entre Jonas Abrahamsen, Vincenzo Albanese, Quentin Paché et Mathieu Burgodeau, et le peloton principal. Axel Laurens ne reprend pas une seule seconde, alors il reprend du temps sur le peloton, certes, par contre il ne se rapproche pas du tout des hommes à l'avant. 142 km de l'arrivée, et le peloton qui s'est mis à rouler, à contrôler l'écart, ça y est, pas plus de 3 minutes, 2 minutes 45 même, le chrono qui est un petit peu bloqué là, entre le peloton et les 4 hommes de tête, et pendant ce temps, Axel Laurens, livré à lui-même, perd du temps, 1 minute 20 de retard, et je ne vois pas comment il pourrait revenir désormais Axel Laurens, maintenant que le peloton s'est mis à rouler en plus, ça veut dire que devant, ils ne peuvent pas se permettre de ralentir ou de l'attendre, donc Axel Laurens là, il est pile à mi-chemin entre les échappés et le peloton, la position la plus inconfortable possible, et ça va être très compliqué pour lui d'être à l'avant finalement aujourd'hui. Il a abdiqué, Axel Laurens, c'était trop dur. Et là, il allait perdre beaucoup de force pour pas grand-chose parce qu'il n'aurait jamais pu rentrer. Ils sont trop forts devant et donc voilà, échappé définitivement en fait. Scellé, écart de 2 minutes 50 à 136 km de l'arrivée. On a notre situation un petit peu classique du jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une étape comme ça avec une petite échappée faite rapidement. 4 coureurs et un peloton qui gère désormais Vincenzo Albanese, l'Italien de Lièvre, Quentin Paché et Mathieu Burgodeau, les Français de la Groupama et de la Total Energy, et Jonas Abrahamsen, Norvégien évidemment de l'équipe Uno X, qui vont s'amuser aujourd'hui à l'avant, tenter de résister à un peloton qui semble motivé. Là, Lidl Trek et la Soudal Quick-Step passent déjà des gros relais. Ça va être compliqué pour les hommes de tête, même si avec Abrahamsen, évidemment, on a un des meilleurs rouleurs du peloton. Attention là, une petite chute dans le peloton avec Louis Barré. Décidément, c'est pas sa première sur ce Tour de France. Oh, il s'est fait mal. Il est tombé tout seul. C'est le seul qui est sur le sol. Louis Barré, là, il était en compagnie d'Ilan Van Wilder, mais Ilan Van Wilder était debout. Et il reste au sol, là, juste au moment où on s'approche du sprint intermédiaire. Les 4 hommes de tête qui vont passer en tête dans ce sprint intermédiaire. Ça veut dire que Milan, il ne pourra pas prendre les 20 points qui est en jeu. Au maximum, ce sera 11. Alors que Louis Barré, pour l'instant, on lui manipule le bras. Il a l'air d'être tombé encore. C'est la clavicule, peut-être, qui est touchée. Pendant ce temps, le sprint parmi les échappés. Voilà, Abrahamsen, on l'a souvent vu faire le sprint des échappés. Il le fait encore, tout comme Mathieu Burgodeau. Burgodeau qui tente de dépasser Jonas Abrahamsen. Il se livre vraiment, mais c'est Abrahamsen, le plus puissant, qui passe en tête et qui prend les 20 points. Il est classé, Abrahamsen, au classement du maillot vert. Il est 7e. Donc voilà, avec 20 points de plus, il passe 6e, tout simplement. Dans le même nombre de points qu'Anthony Turgis, que l'on a vu faire lui aussi beaucoup les sprints. 2 minutes d'écart entre les échappés et le peloton. On va donc attendre l'arrivée du peloton pour voir ce sprint. C'est certain que Milan et compagnie vont aller le faire. Pendant que Louis Barré s'est mis debout, on le soigne. Ça a l'air quand même d'aller. Il devrait pouvoir remonter sur son vélo. Allez, le peloton qui arrive à ce sprint. Jonathan Milan qui a quasiment tous ses équipiers pour le mener. Il a Binyam Girmay dans sa roue. Anthony Turgis toujours là pour les faire. Tim Merlier dans la roue de Turgis. C'est vraiment toujours un petit peu les 4 mêmes. Ça va être un sprint court. On attend le dernier moment. Et c'est Turgis qui lance le premier. Et c'est finalement Milan qui fait son effort, qui sans trop forcer va passer en tête. Milan devant Girmay et Turgis. Merlier a juste roulé, passe en 5-6e position pour ne pas perdre la moindre force. 11 points de plus pour Jonathan Milan. Il en aura besoin de beaucoup plus à l'arrivée s'il veut espérer remporter le maillot vert à Paris. Tiens, ça accélère là dans le peloton alors qu'on est dans la première difficulté du jour, le col du Pertuis. 3 km 700 à 5% de moyenne. Et ce n'est pas les équipes de sprinteurs qui accélèrent, c'est l'équipe Ineos. C'est l'équipe Ineos avec Geraint Thomas lui-même qui est en tête de ce groupe et qui roule. Le but, c'est de se rapprocher de l'échappée, de lancer une échappée secondaire. Il n'y a plus qu'1 minute et 8 secondes. C'est peut-être la Lidl Trek et la Soudal Quick-Step qui ont mal joué là. Ils ont roulé un tout petit peu trop fort, ramené l'écart à 1,45 et du coup, la Ineos s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de partir en contre. Axel Laurens a échoué tout à l'heure, mais on veut être à l'avant et du coup, l'Ineos qui roule pour revenir sur l'échappée et tenter ensuite de repartir en contre. C'est plutôt bien joué, c'est une belle tentative. En plus, là, ça monte, donc ça fait mal certainement aux sprinteurs, à Milan et Merlier. Ça monte à fond dans cette ascension et il reste encore 2 km. Ça va faire très très mal. Au sommet, il y aura peut-être des cassures.
Ça continue d'accélérer alors qu'on s'approche du sommet avec Tobias Foss qui a accéléré mais qui a dû se rasseoir. Et c'est Ivan Romeo désormais pour la Movistar qui fait le gros effort. Il est suivi par Quinn Simmons de la Lidl Trek et c'est tout. Là derrière ça explose. Ça explose vraiment. Le peloton est très étiré avec des petites cassures. Tous les sprinteurs sont vraiment à la fin du peloton. Il y a même des cassures qui commencent à se faire. Bon, on est loin de l'arrivée, 94 km, donc il y a le temps pour revenir. Mais là, le rythme mis par Ineos et désormais par Romeo fait très mal. Et il n'y a plus que 30 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête qui arrivent au sommet. Un petit point à prendre qui sera pour Jonas Abrahamsen, encore une fois, qui fait le plein, qui prend toutes les petites primes possibles. Ils ne se sont pas battus cette fois-ci. Mais voilà, il n'y a plus que 30 secondes d'avance pour ces 4 coureurs. Il y a vraiment des cassures. Il y a Rhys Winnie qui est là, il y a Wout van Aert qui est là, qui relance. Ah bah cette côte, elle a fait mal. Elle a fait mal cette côte. Les sprinteurs sont plus loin, ouais. Le groupe avec Groenewegen, avec Milan, il est assez loin du sommet du groupe de tête là, mais il y avait des cassures un peu partout. C'est une belle poursuite qui s'est engagée désormais entre un groupe de 40 coureurs qui a été distancés dans cette ascension, où on retrouve Milan, Merlier, Groenewegen ou Démarre notamment. Donc voilà, la Soudal Quick-Step, la Lidl Trek qui roule dans ce groupe pour tenter de revenir sur le peloton principal où il y a d'autres sprinteurs qui sont là, comme Caden Groves, comme Binyam Girmay, qui ont passé la difficulté et qui roulent en tête. Du coup, on a aussi la Tudor d'Alberto Dainese qui roule pour tenter d'éviter le retour de Milan et Merlier. Il y a une trentaine de secondes entre ces deux groupes. Et tout ça, ça défavorise aussi les 4 hommes de tête qui sont toujours devant, mais qui n'ont plus que 26 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. On retrouve environ une centaine de coureurs, dont pas mal de sprinteurs, mais pas Milan, Merlier, Groenewegen et Démarre qui sont derrière et qui se débattent là pour rentrer sur ce groupe. Ça va certainement finir par rentrer, mais ça se débat vraiment aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Là, c'est une belle bataille, c'est une espèce de chrono par équipe entre l'Alpecin de Koenig, la Tudor et la Picnic qui roulent à l'avant du peloton, et la Soudal Quick-Step, la Lidl Trek et l'Arkea BNB Hotel qui roulent dans le groupe Milan. Avec Quinn Simmons, que l'on avait vu dans le peloton éviter tous les contres des coureurs, et là il s'est fait lâcher, distancer pour aller travailler désormais à l'arrière et ramener tout ce groupe. Et d'ailleurs voilà, c'est fait, c'est regroupé, 78 km de l'arrivée, le peloton est donc de nouveau en entier, à part Louis Barré qui a beau être reparti, il me semble qu'il a été distancé et il est derrière, je suis pas sûr qu'il était dans ce groupe là avec Milan. Et puis à part bien sûr les 4 hommes de devant, Albanese, Paché, Burgodo et Abrahamsen qui n'ont plus que 20 secondes d'avance. Là, la question c'est qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le peloton va de nouveau se calmer et laisser l'écart grandir avec les quelques échappées ? Ou est-ce que des coureurs vont tenter bien sûr de partir en compte et d'aller former une échappée secondaire pour continuer sur un rythme un petit peu beaucoup plus soutenu ? Allez, la situation qui s'est un petit peu calmée, peloton donc de nouveau groupé, même Louis Barré est rentré de l'arrière. Et l'écart qui a légèrement remonté, mais pas beaucoup non plus, 1 minute et 6 secondes pour les hommes de tête. On est à 58 km de l'arrivée. On leur laisse moins de champ que tout à l'heure, ces 4 coureurs qui ont bien cru être rattrapés à un moment donné, mais qui finalement ont réussi à un petit peu reprendre d'avance. On va avoir le temps du coup là de faire un focus sur un des échappés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et on va s'intéresser au Français Quentin Paché parce que c'est un parcours un petit peu particulier. Coureur de 33 ans, mais qui n'est devenu professionnel qu'en 2016. Et encore, c'était dans l'équipe continentale de l'Adelco. En 2018, il rejoint la Vital Concept Cycling Club, qui deviendra ensuite plus tard la BNB Hotel, qui deviendra une équipe du niveau Pro Tour en 2020. Et ce n'est qu'en 2022 qu'il rejoint le World Tour et la Groupama FDJ. Quentin Paché, c'est la définition d'un équipier. Et la preuve, c'est que malgré son âge de 33 ans, il n'a jamais gagné la moindre course dans sa carrière. Ça, c'est quand même assez terrible. Il a pourtant quelques jolis résultats, notamment 2 deuxièmes places sur des étapes de la Vuelta. C'était en 2022 et en 2024. Une 3e place sur une étape du Tour de France. C'était l'an passé lors de l'échappée victorieuse de Kevin Vauquelin. Il a aussi fait 4e d'une étape du Tour de France en 2020. Une étape là remportée par Marc Hirschi. Il a participé 5 fois au Tour de France, 1 fois au Giro et 2 fois à la Vuelta. Et donc avec quand même pas mal de bonnes positions dans des étapes, mais jamais de victoire. Mais il n'a jamais gagné sur les grands tours. Il n'a jamais non plus gagné sur les courses bien inférieures. Dans sa carrière, il est là en général pour travailler pour les autres. Le puncher Quentin Paché. Il a participé à 12 monuments, 4 fois Milan-San Remo, 5 fois Liège-Bastogne-Liège et 3 fois le Tour de Lombardie. 19e de Liège-Bastogne-Liège en 2022 et 19e de Milan-San Remo en 2024 comme meilleur résultat. Cette saison, quelques top 10, 9e de la Classique VAR, 9e d'une étape du Tour des Alpes-Maritimes et puis 7e sur une étape du Giro qu'il avait fait cette année. Il a doublé Giro Tour de France. C'était lors de la 5e étape
d'un sprint remporté par Mats Pedersen. Quentin Paché l'avait fait et avait fait 7e. Sur ce Tour de France, il n'a pas encore fait de top 10. Il a fait 16e de l'étape de Toulouse. Et c'est la deuxième fois qu'il est à l'avant. Il avait été dans l'échappée aussi du Mont d'Or Puy de Sancy, remporté par Simon Yates, mais il avait ensuite craqué. Aujourd'hui, donc, le Français de 33 ans espère toujours remporter une seule victoire dans sa carrière. Et si c'était sur le Tour de France, ce serait évidemment incroyable. Mais ça paraît compliqué aujourd'hui, même s'il est accompagné de bons coureurs avec Albanese, Burgodo et Abrahamsen. Le peloton n'est pas loin derrière et veut son sprint massif. Ça paraît inéluctable. Not all meals are created equal. For instance, breakfast has the spicy egg McMuffin for a limited time, and lunch doesn't. McDonald's breakfast comes first. Ba-da-ba-ba-ba. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Attention, la chute dans le peloton là. Une chute un petit peu collective. Avec Alaphilippe encore qui tombe, c'est pas possible. Bon, ça a l'air d'aller, il est tombé plutôt dans l'herbe. Il y a Carlos Rodriguez qui est tombé. Il y a Paul Pénoët aussi, le sprinter de la Groupama FDJ qui décidément, il n'a pas de chance lui aussi. À chaque fois qu'il y a eu des étapes de sprint, Paul Pénoët, il lui arrive une galère. Il y a Hugo Page qui est tombé aussi, le lanceur de William Guirmeil. Bon, ça a l'air d'aller, ça repart quand même pour tout le monde. C'était peut-être plus un accrochage que quoi que non. Là, je vois Carlos Rodriguez, il a quand même le dossard un peu déchiré. Allez, ça va, je pense que c'est quand même sans gravité pour la plupart des coureurs qui sont tous repartis. On est dans la deuxième difficulté du jour, le col de Tarteguille. 4 km à 3,5%. Et là, il y a Wout van Aert qui s'amuse, qui a décidé d'attaquer. Alors, on ne l'avait pas vu venir celle-ci. Wout van Aert qui a attaqué et Quinn Simmons qui, comme d'habitude, menait le peloton, n'a pour une fois pas réagi et laissé sortir Wout van Aert. 44 km de l'arrivée, c'est loin évidemment, mais voilà, s'il revient sur les 4 hommes de tête qui sont toujours à l'avant, 50 secondes devant le peloton, il pourrait peut-être inquiéter les équipes de sprinteurs. En tout cas, on n'a pas réagi pour la Lidl Trek, on l'a laissé sortir et à mon avis, il ne devrait pas tarder à rentrer sur la tête de la course en quelques kilomètres. Avant le sommet de cette difficulté, ce serait parfait pour Wout van Aert si vous voulez ensuite basculer avec les 4 autres. Allez, c'est Albanese qui passe en tête de cette difficulté, qui prend le petit point de la montagne. Wout van Aert qui n'est pas rentré, il est à 27 secondes derrière ces 4-là. Le peloton qui s'est mis aussi à accélérer, mais qui a quand même été surpris. 46 secondes derrière les échappés, donc une vingtaine de secondes derrière Wout van Aert. Est-ce qu'il va réussir à rentrer sur la tête de la course? Ou est-ce que le peloton va un peu s'énerver là? Pour l'instant, c'est toujours Quinn Simmons qui mène. Il faut dire qu'on est pour l'instant toujours dans les pourcentages en montée. Et on va attendre d'être en descente pour accélérer, pour être sûr de ne pas mettre Milan, évidemment, en difficulté pour la Lidl Trek. Ça n'a pas marché pour Wout van Aert, finalement. Il est repris par le peloton. Par contre, pour les hommes de tête, il y a une belle résistance. Ils ont même réussi à reprendre un petit peu de temps récemment. Dans les derniers kilomètres, 1 minute et 7 secondes d'avance. On est encore loin de l'arrivée quand même, à 31 km. C'est tout plat jusqu'à la fin. Par contre, il commence à pleuvoir. Donc ça, c'est attention, parce que ça va rouler très vite pour revenir sur les échappées. La route est détrempée. Le risque de chute est donc grand. Le peloton est entier. Tout le monde veut vouloir aller sprinter. Ça annonce pas mal de danger. D'autant plus qu'il faut rouler fort là pour revenir sur les hommes de tête parce que ça roule quand même fort. Les 4 coureurs qui sont toujours ensemble, Albanese, Abrahamsen, Paché et Burgodo. Et ils font pas semblant et derrière non plus. Dans le peloton, ça fait pas semblant. On a repris Van Aert qui était tout seul. Par contre, on a du mal à reprendre du temps aux 4 hommes de tête. Les échappés qui passent sous la banderole des 20 km de l'arrivée. Et l'écart qui diminue doucement mais sûrement. Plus que 30 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. Ça sent pas bon. Le profil est plat, les routes sont larges. Ça avantage bien sûr à peloton. Même si la pluie rend les choses un petit peu plus compliquées. Il pleut beaucoup. La route est vraiment trempée. Il faudra être très très vigilant dans le final. Ça va être chaud. En tout cas, plus que 30 secondes à 20 km. Ça semble condamné pour les hommes de tête de manière assez logique. À moins d'une performance hors norme. Les échappés vont être repris. Allez, Abrahamsen qui tente d'attaquer 10 km, 11 km de l'arrivée. Abrahamsen qui met une accélération, ça tente de suivre derrière avec Burgodo, Paché qui lâche immédiatement. Albanese, c'est compliqué, c'est Burgodo seulement qui s'accroche.
Mais il donne vraiment tout ce qu'il a et même il commence à perdre mètre par mètre. Et ouais, non, il est lâché. Il est trop fort. Il est vraiment trop puissant, Abrahamsen. Et là, tous les autres sont éparpillés, un par un. C'est finalement Albanese là, qui est en deuxième position, mais il a déjà 50 mètres de retard sur Abrahamsen, Paché et Burgodo, qui n'ont pas réussi à s'accrocher. La puissance terrible du Norvégien, qui a lâché les trois autres, ses trois compagnons. Ils auront parfaitement travaillé jusque-là. Il tente de finir en solitaire, Abrahamsen, mais bon, il n'y a plus que 23 secondes d'avance sur le peloton. Ça paraît peine perdue, mais s'il y a bien un coureur qui peut le faire, c'est un coureur comme lui, comme Abrahamsen. Il lui reste 10 km à tenir pour réaliser un monumental exploit et peut-être remporter une deuxième victoire sur le Tour de France. Mais là, ça serait évidemment avec un gros si. Elle est admirable, la résistance de Jonas Abrahamsen, mais elle sera vaine. Il a plus que 7 secondes à 5 km de l'arrivée. Donc là, on est dans la zone un petit peu safe désormais pour les leaders. S'ils tombent maintenant ou s'ils ont un problème mécanique, ils seront classés dans le même temps que le vainqueur, tout en restant dans les roues, bien sûr. On ne peut pas se relever non plus, il faut suivre le peloton, mais juste si on tombe, on sera dans le même temps. Et puis, voilà, ça va être repris pour Abrahamsen. On a eu l'Israël Première Tech travailler beaucoup, la Jayco Alula finir un petit peu le travail, désormais la Tudor, l'Alpecin de Koenig qui sont aux avant-postes et qui reprennent Jonas Abrahamsen à 4,2 km de l'arrivée. C'était mission quasi impossible et ça n'a pas été fait. Désormais, attention, il y a 4 ronds-points là dans ces 4 derniers kilomètres sur une route complètement mouillée, les lignes blanches, des virages et tout le monde qui essaye bien sûr de se placer, ça va être chaud. Le risque de chute est quand même assez élevé là. La Bahrain Victorious de Phil Bauhaus, bien placée, la Lotto d'Arnaud Delis, la Jayco de Groenewegen, l'XDI Astana qui est aussi là peut-être pour Davide Ballerini. Pour l'instant, Jonathan Milan est assez loin, Tim Merlier aussi, qui est en fait dans la roue de Milan en gros. William Guilhermet est encore plus loin. On vient de passer 3 ronds-points. On va essayer le 4e rond-point à 2 km de l'arrivée. Ça passe à droite comme à gauche. Il y a des équipiers un peu partout. Peloton quasiment en file indienne. Donc la route est étroite là. La route est étroite. Il n'y a que 3-4 coureurs qui peuvent passer de front. Allez, Tim Merlier qui remonte. Il n'a pas d'équipier. Il essaye de suivre un petit peu Milan. Mais il a lâché la roue là. C'est un coureur de la Bahrain qui mène. Mais derrière lui, c'est de l'Astana. Puis du Lotto. Puis un coureur de la Red Bull. C'est peut-être Meus qui est déjà là bien placé. Alors que tiens, Milan, ça y est, il jaillit d'un seul coup, Milan, il a remonté, on approche de la flamme rouge, Milan est en 7-8e position, la flamme rouge et la chute, et voilà, c'est tombé sous la flamme rouge des coureurs de la Picnic, William Guilhermet, Tim Merlier, il y a Milan qui est passé, ils sont une quinzaine de coureurs à être passés et tous les autres sont tombés et la route est bloquée, laissez tomber, ils sont plus que 15, il y a Delis, il y a Meus, il y a Milan, il y a Clément Russo qui est là pour la Groupama, il y a peut-être Dainese pour la Tudor. Oh là, il n'y a plus personne. Si, il y a Penoet qui est aussi là, avec Clément Russo. Il y a un coureur pour la Picnic qui est passé. Est-ce que c'est Bittner? Fedorov qui va lancer Ballerini. Meus en 2e position. Milan en 3e position. Delis 4e. C'est parti pour Milan qui lance. Il est en tête. Personne qui peut le rattraper. Avec Jordi Meus qui tente de remonter. Mais c'est Milan qui s'impose. Ils étaient 7. À faire le sprint tout simplement. Et c'est Milan qui s'impose devant Jordi Meus. Et il me semble que c'est le coureur de la Picnic Post-NL qui vient faire 3e. Alors là, il y en a beaucoup. Tim Merlier n'était plus là, bloqué par la chute. La chute a eu lieu aux alentours de la 10-15e position. Et comme la route était étroite, plus personne ne pouvait passer. Je ne crois pas qu'il y a des coureurs qui se sont fait mal, mais on voit Pogacar qui arrive désormais. Oscar Only aussi. Vingegaard, Benili. Je ne pense pas que ces coureurs soient tombés. C'est pas Bittner, c'est Lund Andresen qui était là pour la Picnic Post-NL qui vient faire 3e. Et pendant ce temps, on va revoir la chute, plutôt le lieu de la chute. Il y a William Guilhermet qui est toujours là, qui est au sol, qui n'est pas encore reparti. Qui est-ce qu'on a là? Un coureur de la Groupama qui est toujours assis aussi sur le sol. C'est Cyril Barth qui est encore là, qui n'est pas reparti. On va revoir le ralenti de cette chute. Non, c'est le ralenti de l'arrivée avec Ballerini qui lance de trop loin. Il a Meus dans sa roue, puis Milan qui le déboîte. Arnaud Delis dans la roue de Jonathan Milan qui zigzag, qui a failli tomber. Et du coup, il perd un petit peu son inertie. Meus qui reste dans la roue de Milan, qui revient jusqu'à mi-vélo, mais qui ne peut pas le dépasser. Lund Andresen qui jaillit de l'arrière, qui vient faire 3e, Delis 4e et Ballerini 5e. Penoet qui était encore là doit faire 6 ou 7 avec le coureur de la Tudor, Dainese. C'était les 7 coureurs qui ont fait le sprint. Fin assez étonnante de cette étape à Valence, mais un vainqueur par contre pas surprenant du tout. C'était un des 2 grands favoris. C'est sa 2e victoire d'étape sur le Tour de France.
c'est l'Italien Jonathan Milan qui en plus fait un bon coup pour la lutte pour le maillot vert avec ses 50 points et cette victoire d'étape. Allez, on la revoit. Cette fois-ci, cette chute. C'est un coureur de la Groupama qui est juste derrière Milan. C'est Cyril Barth qui est le premier à tomber. Il y a des coureurs de l'Israël Première Tech aussi qui font des gros boulets. Merlier qui ne tombe pas, mais il est bloqué ensuite et c'est trop tard. C'est tombé juste derrière Milan. C'est pas forcément dû à une poussée, c'est vraiment juste une glissade à cause de la route trempée. Milan qui est remonté juste à temps, c'est tombé derrière lui. Ensuite, il n'avait plus que 6-7 autres coureurs à régler. Et il s'impose. Là, on voit Binyam Girmay qui finalement est remonté sur son vélo. Il a le bras en écharpe, le cuissard déchiré. Tour de France très compliqué pour Binyam Girmay qui avait remporté 3 étapes et le maillot vert l'an passé. Cette année, c'est plus un cauchemar pour Girmay qui va peut-être même abandonner là, puisqu'il ne reste plus que de la montagne. Il vient de tomber. Ça sent pas bon pour l'Érythréen qui n'a même pas pu se battre à la régulière face à Jonathan Milan. Le vainqueur du jour, et la joie de la Lidl Trek et de Quinn Simmons là, qui arrive et qui a travaillé toute la journée à la fois pour rouler, pour empêcher les contres, pour ramener Milan quand celui-ci a été lâché, puis pour revenir sur les échappées. Quinn Simmons, très content de la victoire de son équipier Milan. C'est tout bon pour Jonathan Milan qui s'impose donc pour la 2e fois sur ce Tour de France. Il compte aussi 2 deuxièmes places à Dunkerque et à Châteauroux. Ce qui explique pourquoi il est en tête de ce classement du maillot vert. C'est sa 24e victoire de sa carrière, quadruple vainqueur d'étape sur le Giro et donc désormais double vainqueur d'étape sur le Tour de France. La mission est réussie pour Milan, même si ce sprint était un petit peu particulier. Il s'impose donc devant Jordi Meeus, Tobias Lund Andresen, Arnaud Delis, Davide Ballerini, Alberto Dainese fait 6e, Paul Penouet 7e. Et puis voilà, les 7 sprinteurs qui ont fait le sprint derrière, c'est des équipiers. Fedorov 8e, Clément Russo 9e et Jasper Stuyven 10e. Les autres sprinteurs, ils ont été ralentis. Du coup, Bauhaus fait 12e, Grodovegen encore une fois loin du coup 14e. Et puis Tim Merlier qui n'a pas pu faire le sprint termine 25e. Pas de temps de perdu donc pour les leaders ou pour les coureurs qui ont été ralentis là par cette chute. Le dernier du jour, c'est Cyril Barth qui a lourdement chuté. Mais il termine dans le même temps que Milan. Le dernier qui n'était pas pris dans la chute, lui, c'est Louis Barret qui est arrivé à 5 minutes 24. Il avait chuté, mais beaucoup plus tôt. Il a réussi à finir l'étape. Aucun changement, bien sûr, au classement général. Pogačar toujours largement leader devant Vingegaard et Lipovic. Au classement par points, Milan s'offre une petite marge. Il a désormais 312 points contre 240 pour Tadej Pogačar. Binyam Girmay est beaucoup plus loin et désormais hors course pour ce maillot. Tadej Pogačar et Lenny Martinez sont eux toujours ex-aequo au classement de la montagne avec 60 points. Timen Arensman est 3e avec 48 points. Demain, il y aura beaucoup de points à prendre. Le maillot de meilleur grimpeur sera vraiment en jeu demain. Et puis, bien sûr, pas de changement au meilleur jeune. Florian Lipovic devant Only et Kevin Vauquelin. Demain, en effet, c'est la montagne. C'est la haute montagne. 5600 mètres de dénivelé positif. 3 cols hors catégorie. Le col du Glandon, le col de la Madeleine et le col de la Lauze. Il y aura tout simplement 80 points à prendre au classement de la montagne, soit plus que le total de Pogačar ou de Martinez qui en ont 60. Donc même un coureur qui a 0 points pourrait devenir meilleur grimpeur s'il passait en tête des 3 cols demain. Donc voilà, ça sera vraiment l'enjeu du jour. Le sprint intermédiaire pour le maillot vert, lui, a lieu seulement après une vingtaine de kilomètres. Donc ça, c'est tout bon pour Jonathan Milan. La Lidl Trek qui va sûrement contrôler les 20 premiers kilomètres pour faire le sprint et l'échappée qui pourrait s'envoler après celui-ci et s'affronter donc sur ces terribles ascensions. Le col de la Lauze comme juge de paix. Tadej Pogačar qui a connu une désillusion la dernière fois qu'il était ici va tenter de se venger comme il aime à le faire et peut-être aller chercher la victoire d'étape au col de la Lauze, sachant qu'il s'y est raté sur le Mont Ventoux. On peut s'imaginer qu'il soit très motivé pour gagner demain et enterrer définitivement Jonas Vingegaard. Et puis on n'oublie pas la lutte pour le podium où Lipovic a désormais une belle avance quand même sur Only et Roglic. Et on verra jusqu'où va pouvoir encore résister Kevin Vauquelin dans sa lutte là pour le top 5. Pas mal d'enjeux malgré tout, même si le maillot jaune semble plié sur ce Tour de France. Ça sera la 18e étape demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.